Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cet atelier. Donc on va vous parler d'assurance paramétrique. Alors, comme vous avez pu le constater, le mois de mai est un peu maussade. Là, on n'a pas les rideaux, mais il pleut peut-être encore. Imaginez un monde où finalement, dès qu'il y a une goutte de pluie qui apparaisse, vous avez au-dessus de vous un parapluie qui se déclenche automatiquement. C'est l'assurance paramétrique et donc on va vous expliquer, vous faire brosser un panorama tous les trois pour ça va fonctionner. D'abord comprendre l'assurance paramétrique, vous faire un petit peu un rappel de ce que c'est. Ensuite, l'historique de l'assurance paramétrique à l'international et en France. Présenter quelques cas concrets et enfin, en tant qu'actuaire, comment intégrer ça dans la chaîne de valeur. Pour me présenter, donc je suis Christophe Neves, j'accompagne le développement en Europe de Skyline Partners, qui est une insurtech britannique à l'origine et qui est une sorte d'usine à produits paramétriques. Bonjour à tous, donc moi je suis Coralie Charbonnel, je suis senior manager chez Exium Partners, qui est un cabinet de conseil, et j'interviens beaucoup sur toutes les thématiques de risques climatiques qui sont particulièrement touchées par l'assurance paramétrique. Bonjour à tous, donc moi c'est Islem Garaouche, je suis consultante actuaire chez Exium Partners et j'ai pu travailler sur des sujets liés à des risques émergents, notamment le risque cyber, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'assurance paramétrique comme un outil de pilotage pour ce genre de risque. Du coup, on va commencer par tout d'abord expliquer ce que c'est l'assurance paramétrique. Donc l'assurance paramétrique, tout simplement, c'est un contrat d'assurance dont l'indemnisation, elle dépend d'un paramètre qui pourrait être simple ou combiné. Autrement dit, là, on est sur un processus qui est beaucoup plus simple que les contrats d'assurance classiques. Donc, dès qu'on a une survenance d'un sinistre, il faut observer l'indice qui a été défini contractuellement et l'indemnisation, elle se fait en fonction de cet indice-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général avec l'assurance paramétrique, que ce qu'on assure finalement, c'est pas, et ce qu'on couvre, c'est pas le sinistre en soi, mais c'est plutôt son fait générateur. On est donc sur une logique qui est plutôt forfaitaire, contrairement aux contrats d'assurance traditionnels. Ceci nous pousse à nous dire que finalement l'assurance paramétrique, c'est peut-être une nouveauté pour le secteur d'assurance, sauf que finalement, ça ne l'est pas forcément. En fait, on peut retrouver cette même idée-là aussi dans les garanties d'essai, par exemple, où finalement le sinistre, lors de la survenance de sinistre, on n'a pas directement une évaluation des pertes, mais on a un capital qui est versé et qui est défini contractuellement. Donc, juste pour récapituler, c'est vraiment une assurance qui dépend, dans l'indemnisation, dépend d'un indice, mais c'est une idée qui est nouvelle et on verra tout au long de la présentation que c'est en pleine expansion, mais finalement, c'est un concept qu'on peut retrouver même dans d'autres contrats d'assurance classiques. Ce qui nous amène donc à se poser la question pourquoi s'intéresser à l'assurance paramétrique aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ce type de contrat il est de plus en plus attractif, que ce soit pour les assurés ou les assureurs. En fait, il y a deux raisons principales qui font que le contexte actuel il est vraiment propice au développement de ce type de contrat. Donc le premier, ça serait vraiment l'émergence de tout ce qui est data science aujourd'hui. Donc l'actuaire aujourd'hui, il a entre ses mains des outils et des modèles qui sont de plus en plus robustes et pertinents qu'il pourra exploiter. Et en plus des données qui sont de plus en plus accessibles. Le deuxième point, c'est vraiment lié au fait que finalement, on se rend compte que tout n'est pas couvert avec l'assurance classique et qu'il y a des gaps d'assurabilité que l'on pourrait combler avec un nouveau type de contrat qui serait probablement les solutions paramétriques. Si on reprend un petit peu le fonctionnement de l'assurance paramétrique, ce qu'on peut noter, c'est que finalement les étapes clés du cycle de l'assurance sont inversées. C'est-à-dire qu'on va définir à l'avance le montant de l'indemnisation et ensuite la gestion du sinistre, elle va s'en retrouver facilitée et accélérée.
Donc, dans les étapes clés, on a la première étape qui est le choix des paramètres, la calibration des seuils, d'identifier en fait un paramètre qui doit être observable, facilement mesurable, qui soit objectif pour qu'on n'ait pas d'aléas et de manipulation de ce paramètre, qui puisse être vérifiable indépendamment et justement qui va être communiqué dans un délai convenable parce que comme a pu le dire Islem, l'intérêt aussi de l'assurance paramétrique, c'est d'accélérer et de faciliter, on va dire, de fluidifier la gestion des sinistres. Et il faut que ce paramètre, il reste cohérent dans le temps pour qu'on puisse calibrer un seuil et un seuil de déclenchement de l'indemnisation de manière pérenne et fluide. Ensuite, on va avoir le moment où ce seuil va être dépassé. Donc, on va avoir, c'est ce qu'on aura préalablement défini, ce dépassement de seuil. C'est ça qui va être mesuré par rapport aux paramètres. Et c'est ça qui va déclencher l'action de remboursement automatisé selon les clauses du contrat. Donc, les clauses du contrat, elles ont été définies au préalable. Une fois qu'on a le dépassement du seuil, on a le remboursement qui doit intervenir dans les 30 jours. Si on prend un exemple, on a une solution paramétrique qui a été souscrite depuis 2020 par l'État du Maroc sur une assurance tremblement de terre. Donc, il y a eu un séisme qui est intervenu. Donc, le paramètre, c'était le MMI, qui est un indice qui nous permet de mesurer l'intensité des tremblements de terre. Et au préalable, on a défini donc contractuellement de combien serait la calibration en fonction du seuil, en fonction de ce paramètre, combien serait l'indemnisation. Le 8 septembre 2023, on a eu un tremblement de terre avec une magnitude qui atteignait 6,7 à 16,9 MW. Alors, je n'aurais pu vous dire exactement quelle est cette intensité, mais en tout cas, c'est une mesure de cette intensité. Et ce qu'on a observé, c'est que l'indemnité qui a été perçue par le gouvernement marocain, elle a été déjà perçue d'ici la fin septembre 2023, donc vraiment dans les 30 jours. Et elle a été estimée entre 250 et 300 millions de dollars. Donc ce qu'on observe, c'est vraiment tout le respect de ces étapes clés qui s'illustrent dans ce type de produit. Si on reprend un petit peu le fonctionnement de l'assurance paramétrique par rapport à l'assurance traditionnelle, donc dans l'assurance traditionnelle, on va avoir, dans les deux cas, on a une analyse du risque au préalable avec une calibration du tarif. Mais là où ça va changer, c'est au moment où il y a un événement. Dans l'assurance traditionnelle, on a l'assuré qui va constater les pertes, qui va déclarer les pertes à l'assureur. L'assureur va traiter la demande, il va faire intervenir un expert, et c'est après l'intervention de l'expert qu'on a une indemnisation qui représente la perte. Dans l'assurance paramétrique, en fait, on supprime toutes ces étapes-là, dans le sens où toute cette calibration-là, elle a été faite auparavant, au préalable, et donc au moment de la survenance de l'événement, on a juste une mesure de l'intensité par l'organisme tiers qui va déclencher un paiement automatique. Alors on peut avoir... pas passé, forcément. C'est un peu moins clair sans les images. Donc, on a dans l'assurance paramétrique, on a la mesure de l'intensité qui va automatiquement déclencher le paiement. Et on peut avoir par la suite une confirmation des pertes via une preuve, des photos, pour confirmer un petit peu le sinistre. Là où ça va être intéressant, donc du coup, ce que je vous disais, c'est que le critère de paiement dans l'assurance traditionnelle, il va être à la fin de la chaîne, alors que dans l'assurance paramétrique, on est vraiment au niveau de l'analyse de risque, et c'est là où on va identifier quel sera le critère et comment vont être calibrés les seuils de déclenchement.
En termes de mutualisation, si on compare aussi entre l'assurance traditionnelle et l'assurance paramétrique, en termes de mutualisation, dans l'assurance traditionnelle, on va avoir des mutualisations classiques entre classes homogènes de risques, alors qu'avec l'assurance paramétrique, ça va nous permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités de mutualisation, par exemple des mutualisations dans le temps, si on parle d'événements climatiques, de mutualiser selon les saisons, de mutualiser aussi géographiquement selon une exposition de risques différente. En termes d'évaluation du coût, dans l'assurance traditionnelle, le coût n'est pas connu à l'avance et donc on va avoir des provisions notamment, dont on parlera un petit peu plus tard, comme des IBNR qui nous permettent de couvrir un petit peu une mauvaise estimation du coût ou une mauvaise connaissance du coût. Dans l'assurance paramétrique, on n'a plus besoin d'IBNR parce que ce soit les IBN YR ou les IBN ER, il n'y a plus. Ce type de provision devient un petit peu obsolète, notamment avec la calibration qui se fait en amont. Donc l'évaluation de la perte, on l'a vu. Dans l'assurance traditionnelle, elle va se faire avec un expert. Dans l'assurance paramétrique, elle est transparente. Et donc c'est ce sur quoi on reviendra aussi d'un point de vue appréciation client. Ça permet d'observer un petit peu plus de transparence aussi dans tout le process et dans l'indemnisation et dans le coût qui va être indemnisé. Ça permet aussi, en termes de structure, d'avoir un petit peu plus de flexibilité, d'avoir un petit peu plus de possibilités aussi dans la construction des produits, de faire un peu plus de personnalisation parce qu'on va pouvoir définir vraiment tous les risques qui sont indemnisés. Ils seront juste calibrés par rapport à ce paramètre. Et donc, en termes de tarification, finalement, en fait, ça va permettre d'aller un petit peu plus loin, de sortir sur de l'assurance non-vie, de sortir du coût fois fréquence et d'envisager un petit peu de nouvelles méthodes de pricing avec aussi de l'intensité, de faire intervenir d'autres variables qui sont habituellement pas prises en compte. Pardon, désolé. Pour résumer et mettre en avant un peu les avantages de l'assurance paramétrique, vous les avez... vous m'entendez? Oui. Vous les avez sur l'écran. Comme Coralie l'a dit, la rapidité, c'est un élément clé. Un corollaire aussi de cette rapidité, c'est aussi la baisse des coûts de gestion, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer un expert, on peut déterminer ça à distance, entre guillemets, et c'est notamment dans des cas d'application, dans des zones reculées, par exemple sur des couvertures incendie en Amérique du Sud, quand il y a des parcelles extrêmement grandes. Une autre possibilité, c'est c'est le complément que représente l'assurance paramétrique par rapport à l'assurance traditionnelle en permettant d'étendre les couvertures sur des risques qui ne sont pas forcément toujours couverts, en partie parce que ça permet d'atténuer des problèmes qu'on rencontre. Par exemple, l'aléa moral qu'on peut avoir dans des garanties de rendement. Est-ce que c'est l'entreprise qui a mal travaillé pour ne pas atteindre le bon rendement? Est-ce que ce sont des causes externes? Au lieu de se baser sur le rendement, on va se baser sur des indices observables qui peuvent être liés, si on pense au monde agricole, au climat, sur la supply chain, sur les chaînes d'approvisionnement. Ça peut être lié aussi à des incidents politiques sur une chaîne géographique. Et il y a une importance aussi de tout ce qui tourne autour de la donnée. Alors, dans les points d'attention, lorsqu'on regarde des couvertures d'assurance paramétrique, le premier sujet, c'est un peu c'est ce qu'on appelle le risque de base. C'est le fait que l'indemnisation qui est versée à l'assuré peut être différent de la perte économique qui subit. Donc c'est important lorsqu'on construit, lorsqu'on design le produit d'assurance paramétrique, de bien prendre en compte ce risque de base. Et il y a 3 éléments
principaux autour de ça. Il y a le côté spatial. On va avoir des données, mais qui peuvent ne pas correspondre exactement à la localisation de l'assuré. Enfin, si on pense... un des risques, par exemple, qui est compliqué à couvrir, c'est le risque de grêle, parce que la grêle est extrêmement localisée. Le risque temporel, donc sur la définition des couvertures dans le temps, bon, ça c'est aussi des sujets qu'on retrouve sur l'assurance bien sûr traditionnelle, mais l'importance de l'intervalle de temps auquel on se réfère pour déterminer la formule de calcul est importante. Et puis, il ne faut pas se tromper dans l'indice que l'on construit. Toujours sur les cultures, je suis actuaire, je ne suis pas du tout agronome, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais les problématiques, par exemple, en début de saison, sur la croissance des cultures, en début de période, l'humidité de la terre, elle doit être plutôt au niveau proche du sol. Après, lorsque les cultures commencent à se développer, c'est plutôt l'humidité dans les tranches un peu inférieures du sol. Donc il faut adapter son indice, puisque le but, c'est de pouvoir mesurer après le rendement effectif. Donc par rapport à ça, les points auxquels il faut faire attention autour de ce risque de base, il y a les données utilisées, bien sûr. Coralie a parlé de leur pérennité. Il y a bien sûr un élément un peu méfiance du client. L'écosystème n'est pas encore complètement mature par rapport à l'assurance paramétrique. Et il y a le fait de finalement définir le sinistre à l'avance avec cette sorte d'inversion de cycle. Ça implique pour l'assuré à se poser beaucoup de questions qui se posent pas forcément lorsqu'il a son contrat indemnitaire, mais par contre qui vont se poser au moment où il y a le sinistre. Et puis enfin, il y a un point qui est un petit peu théorique, qu'on rencontre assez peu en pratique, mais sur lequel qu'il faut garder en tête, c'est que l'assurance ne doit pas générer d'enrichissement. Et aujourd'hui, lorsque les couvertures d'assurance paramétrique, théoriquement, on peut avoir une indemnité supérieure à la perte subie par l'assuré. Je dirais que c'est un élément théorique, mais d'un point de vue pratique, ça se manifeste assez peu parce qu'il y a assez peu d'assurés qui sont prêts à être surcouverts et ce n'est pas économique de le faire. Mais c'est un point qu'il faut bien sûr adresser dans la construction de ces couvertures. Donc maintenant, on va passer aux vision, panorama un peu plus chiffres du marché. Donc après avoir présenté un peu comment ça fonctionne l'assurance paramétrique et quels sont les points de vigilance à garder en tête, là l'idée c'est vraiment de présenter the big picture du développement de ce type de contrat. En fait, on se rend compte que finalement, le concept derrière l'assurance paramétrique, c'est pas une idée qui est si nouvelle que ça. Puisqu'on a eu les premiers contrats qui étaient conçus comme une assurance paramétrique en 1817. Ce n'étaient pas des produits paramétriques qui étaient commercialisés directement, mais ça fonctionnait sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y avait un indice qui déclenchait l'indemnisation. C'est quelque chose qui continue à se développer, notamment dans les années 90 et actuellement. Et c'est surtout dû à un besoin croissant des clients, notamment d'avoir des contrats d'assurance qui sont beaucoup plus rapides en termes de remboursement et beaucoup plus flexibles. Et on verra après dans la présentation des cas concrets que finalement avec les solutions paramétriques, on pourrait imaginer faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'assurance classique et notamment pour des risques où on a besoin de fonds directement. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment très envisageable avec les contrats classiques. Donc, c'est un type de contrat qui devient de plus en plus attractif et qui se développe partout dans le monde. Principalement, ça couvre des risques émergents et notamment des risques climatiques dans les pays notamment où ce type de risque il est vraiment très présent. Ça continue à se développer en Europe également.
que ce soit dans des risques climatiques ou aussi dans des risques pour le risque cyber récemment. Mais des fois, on peut dire que, en France par exemple, c'est un peu freiné par l'existence du régime CatNat qui pourrait être un frein au développement des solutions paramétriques pour les risques climatiques. Maintenant, ah oui, pardon. Donc une fois qu'on a eu le petit aperçu un peu historique du développement des solutions paramétriques, la question à se poser, c'est quoi la place de cette assurance aujourd'hui concrètement dans le marché de l'assurance? En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un marché d'assurance classique qui est assez mature et que ça reste quand même des contrats qui sont nouveaux. Et notamment donc, qui ont une part du marché qui reste assez modeste et restreinte par rapport au volume des primes qu'on a pour d'autres risques. Mais c'est des contrats qui sont en pleine expansion avec un développement qui est estimé à 8,4% par an entre 2023 et 2032. Donc, même si ça reste quand même des contrats qui n'ont pas une grande part sur le marché de l'assurance actuellement, c'est des contrats que l'on peut concevoir et appliquer dans des domaines divers et variés. C'est-à-dire que ça peut aller de la construction à l'agriculture, à l'aérospatiale, à la défense. En fait, ça peut vraiment intervenir dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, c'est plutôt... on peut dire que c'est plutôt restreint aux risques climatiques et c'est majoritairement appliqué sur des risques climatiques, mais ça continue à se développer et ça a un avenir très, très prometteur. Ensuite, maintenant, on va vous parler un peu des acteurs, comparer un peu les acteurs qui interviennent dans l'assurance paramétrique. Alors, les principaux acteurs, ça reste les assureurs et les réassureurs qui restent très présents, donc les porteurs de risques. Ça reste des acteurs traditionnels et ils vont surtout interagir les uns avec les autres parce que en fait, ça va redéfinir un petit peu le rôle de chacun et les interactions entre les différents assureurs et réassureurs. Et c'est ce qu'on verra un petit peu aussi par la suite. Ensuite, on a toute la partie gestion, conception et distribution des produits, où on va voir l'émergence d'un nouvel acteur qui est cet agent calculateur. Alors, Christophe nous présentera peut-être de manière un petit peu plus détaillée dans les cas pratiques, les illustrations. On garde le rôle des agents et des courtiers dans la distribution, mais le rôle de l'agent calculateur va devenir très, très important parce que c'est un peu là-dessus que va reposer toute la conception des produits. Et enfin, on a des nouveaux acteurs clés, notamment les fournisseurs de données, qui ont un rôle essentiel dans tout ça. À partir du moment où toute l'indemnisation, elle se base sur un paramètre, c'est hyper important d'avoir des fournisseurs de données fiables et qui puissent mettre à disposition des données de plus en plus qualitatives. Dans tout ce panorama-là, on va aussi rajouter le rôle important des insurtech et des startups qui vont intervenir à la fois en fait, sur les trois types d'acteurs qui vont permettre de fluidifier un petit peu ce genre d'interaction et de mettre en place de nouvelles solutions un petit peu qui vont intervenir tout au long du process. Et donc, on va passer à la présentation des cas concrets, histoire de vous donner un petit peu plus de visibilité sur comment ça fonctionne et à quoi ça peut ressembler. Merci Coralie. Donc, on va vous présenter trois cas concrets dans des univers un petit peu différents, justement pour illustrer la diversité de l'assurance paramétrique, tant sur des domaines naturels, d'événements naturels, climatiques ou autres, que dans des domaines extérieurs. Alors, le premier exemple, c'est un exemple agricole. La problématique, et c'est un produit qui n'existait pas il y a quelques années, qui est la couverture des impacts du stress thermique sur la production laitière. Ce qu'il faut savoir, c'est que
les agriculteurs peuvent perdre jusqu'à $400 par vache par an du fait du stress thermique, c'est-à-dire du fait que les vaches souffrent de la chaleur et ou de la sécheresse. Un point, alors pour plusieurs raisons, il y a un impact direct, bien sûr, mais il y a aussi tout un impact indirect, et c'est aussi là où l'assurance paramétrique peut aider à couvrir ces pertes indirectes qui ne sont pas directement quantifiables. Quelques exemples. En cas de sécheresse, l'agriculteur en général va avoir moins de foin pour les saisons d'hiver, donc il va devoir en acheter alors qu'il le produisait peut-être dans ses champs. Il y a aussi une problématique vétérinaire pour s'aérer. La vache a plus tendance à rester debout, ce qui entraîne des pathologies sur ses pattes et des frais vétérinaires supplémentaires. Donc il y a tout ce champ de dépenses indirectes qui, quand on pense à l'assurance traditionnelle, ne serait pas forcément complètement couvert, là qu'on va pouvoir intégrer. Et donc là, c'est un produit qui avait été conçu d'abord en France, distribué avec des sortes d'Apple Watch pour des vaches. C'était des colliers électroniques qui mesuraient leur bien-être et là qui couvraient justement, qui permettait d'indemniser l'agriculteur lorsque un indice qui mélangeait à la fois des mesures de sécheresse et de température dépassait un certain niveau pendant un certain nombre de jours. Il y avait une indemnité qui est versée. C'est un produit qui est actuellement distribué par National Union NFUM, qui est l'équivalent d'un Groupama au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Deuxième exemple, c'est sur les inondations. Donc là, qui va couvrir plutôt. Donc, le premier exemple, ça couvrait des fermiers qui se couvraient de façon individuelle, finalement. Donc, on était un peu dans une approche affinitaire paramétrique, si vous voulez. Là, c'est un exemple où c'est un organisme public, un petit peu comme le cas du fonds de protection contre les catastrophes naturelles au Maroc pour le tremblement de terre qui a été évoqué. Là, ce sont des villes en Argentine qui veulent se protéger contre le risque d'inondation et qui, clairement, les inondations ont un impact sur la population de ces villes. Et il y a eu la construction d'un produit paramétrique qui pouvait intervenir même avant que les inondations se déclenchent. Donc c'était un produit qui a été fait avec 3 seuils. Premier seuil, c'était un déclenchement d'une indemnité, enfin d'un capital, au moment où il y avait une prévision d'une inondation à venir, ce qui permettait de financer des frais pour tenir compte de cette alerte précoce, donc de commencer à évacuer les populations, etc. Deuxième paiement, c'est l'inondation se produit. Là, c'est l'organisation des premiers secours, le logement des populations. Et puis, troisième seuil, là où on est un peu plus traditionnel, c'est dans une logique indemnisation pour pouvoir lancer des travaux. C'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est clairement le type de couverture qui peut s'envisager après en complément de l'assurance traditionnelle, où là, on pourrait, enfin là, je pense moins à des municipalités, mais plus à des entreprises, avoir une couverture perte d'exploitation derrière suite à l'inondation. Et puis troisième exemple, donc là en dehors des événements naturels, donc c'est sur le coût de la violence. Là, c'était un produit qui avait été conçu pour les États-Unis, au Texas, c'est plutôt pour l'industrie des loisirs, donc hôtels, restaurants. Et lorsque il y a un niveau de violence aux États-Unis qui est plus élevé qu'en Europe, et clairement lorsqu'il y a une fusillade, lorsqu'il y a des émeutes dans un quartier, la fréquentation des restaurants, des hôtels a tendance à diminuer, sans forcément que le restaurant en question ait été impacté physiquement, donc il n'y a pas de dommages matériels, mais dans les semaines qui suivent ce type d'événement, il y a moins de fréquentation. Donc là, la couverture avait pu être construite basée sur des données de policières, donc c'était des données tangibles,
Et l'indice était basé à la fois sur ces données policières et puis la distance des restos, de l'assuré par rapport à ces différents événements. Donc à travers ces 3 exemples. Donc en fait, ces 3 exemples, ils nous ont permis un peu d'illustrer les plusieurs utilisations qu'on peut faire de l'assurance paramétrique. Alors, de vous donner tous les cas de figure, ce serait un petit peu trop long pour être complet, pour être vraiment complet. Mais dans l'idée, ces solutions paramétriques, en fait, elles vont s'ajouter à la boîte à outils d'un actuaire ou d'un assureur pour couvrir et pour avoir une meilleure couverture du risque. Ça peut permettre notamment de couvrir des gaps d'assurance dans les couvertures traditionnelles, que ce soit dans des problématiques de rachat de franchise, de couverture de certaines exclusions qui sont prises dans les contrats et qui pourraient être traitées par l'assurance paramétrique, et aussi finalement de traiter de manière plus rapide des sinistres un peu complexes. Mais ça permet aussi d'apporter des nouvelles couvertures, et notamment pour des risques émergents. Quand on parle, par exemple, de la violence, des violences et des émeutes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément couvert par d'autres contrats d'assurance. Et donc, ça permet aussi d'élargir un peu la couverture et le champ des possibles assurables. Et ça permet aussi une meilleure efficacité et de prendre en compte et de financer aussi, et ça fait partie des nombreuses utilisations, de financer les moyens de prévention. Et c'est là où c'est assez intéressant parce que ça va venir en complément, mais ça va permettre aussi à l'assureur, on va dire que les cas qu'on a pu montrer, c'était un intérêt d'un point de vue assuré, d'assurer des choses qui traditionnellement ne sont pas assurées. Mais c'est aussi bien pour l'assureur parce que ça va lui permettre de financer des moyens de prévention et donc potentiellement de diminuer sa sinistralité. Et ça permet aussi, on en a déjà parlé, de se prémunir contre d'autres choses telles que l'aléa moral ou d'autres risques qui pourraient être un petit peu plus problématiques. Donc maintenant, on va essayer de vous présenter l'impact que ça peut avoir sur la chaîne de valeur et notamment essayer de comprendre d'un point de vue d'un actuaire comment ça s'intègre un petit peu dans les modèles assurantiels et où est-ce qu'on peut intégrer ça et comment ça se traite. Dans un premier temps, en fait, on va vous présenter la démarche un petit peu globale de construction d'un produit paramétrique. On a toujours cette étape préalable qui est vraie pour l'assurance traditionnelle, mais qui est encore plus vraie pour l'assurance paramétrique, qui est l'analyse du risque à assurer. De se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à assurer, qu'est-ce qu'on cherche à couvrir. Et c'est là où on va commencer à se poser la question de quels seraient les paramètres ou les indices objectifs qui permettraient de représenter au mieux le déclenchement d'un sinistre. Donc c'est ça qu'on va faire par la... forcément. C'est ça qu'on va faire aussi dans la définition et la validation de l'indice. Comme l'a dit Islem, cet indice, il peut être simple ou composé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut être un seul paramètre ou ça peut être une combinaison d'un paramètre avec d'autres variables. Ça peut être une combinaison de plusieurs paramètres. Quand on prend des exemples, quand on prenait l'exemple des vaches laitières, l'indice, c'était une combinaison de température, mais aussi de pression atmosphérique, de taux d'humidité. C'est histoire d'avoir un indice qui représente au mieux la survenance du sinistre et qui représente au mieux le risque qu'on essaye de couvrir. On va essayer à ce moment-là de minimiser le risque de base, donc la partie variable design du risque de base qu'a présenté Christophe, en essayant de s'assurer qu'on a un bon indice qui nous permet de bien calibrer notre seuil de déclenchement. Ensuite, on va avoir toute la partie collecte de données qui va être très importante, de s'assurer qu'on a des sources fiables, qu'on peut les valider avec des tiers de confiance
et qui va nous permettre de diminuer le risque de base spatio-temporel en insistant sur la qualité des données. Et enfin, on va essayer de mettre tout ça ensemble et de définir la calibration du seuil de déclenchement avec le montant de la prime qui va être payée. Donc là, après ce travail de design, est peut-être un élément qui est parfois, que les actuaires ont peut-être un peu moins en tête. Il faut derrière avoir une plateforme technologique pour pouvoir gérer toutes ces données, puisque finalement, on se retrouve à monitorer en temps réel un indice et puis à voir si les couvertures ont été touchées. Là, à titre d'illustration, vous avez quelques éléments en termes de sources de données qui ont été déjà évoqués. Peut-être là-dessus, les 2 points à retenir, c'est qu'il y a des sources de données publiques qui sont le plus souvent gratuites, donc comme Copernicus pour les données spatiales européennes. Et puis après, vous avez des données payantes qui ont l'avantage d'avoir un niveau d'intelligence supplémentaire. Des gens comme Walter, par exemple, ce sont des gens qui mesurent des niveaux de pollution à la fois avec des capteurs et à la fois par satellite. Et donc, ils enrichissent la donnée par rapport à des couvertures qu'on veut construire. Il y a cet élément-là. L'élément plateforme technologique est aussi essentiel. Alors, ça peut se faire en interne. Certains assureurs paramétriques ont leur propre plateforme. Soit c'est aussi le rôle de l'agent calculateur qui intervient en termes de tiers de confiance. Mais ce qu'il faut garder en tête, voilà, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas complètement trivial, puisqu'on arrive assez rapidement à des mesures qui peuvent être très importantes. Dans l'exemple des vaches, imaginez 1000 fermes au Royaume-Uni sur lesquelles il faut prendre la température, enfin pas les vaches, mais sur les localisations, il faut récolter plusieurs fois par jour l'information de température et de taux d'humidité, donc calculer les indices. Donc on se retrouve déjà à des milliers de milliards de données pour une couverture annuelle. Et puis bien sûr déclencher les paiements lorsque la couverture fonctionne. Merci Christophe. Donc en plus de l'idée de la plateforme qui justement permettrait d'avoir une meilleure gestion des données, là l'idée c'est vraiment d'initier quelques réflexions sur l'impact que l'on peut avoir sur toute la chaîne de valeur et notamment sur tout ce qui est tarification, provisionnement et calcul du ACR. En ce qui concerne la tarification, finalement on se rend compte qu'on serait sur une approche qui est similaire à ce qu'on peut avoir sur les contrats d'assurance classiques, et notamment on est sur une approche de prime pure qui est basée sur des données historiques, sauf que cette fois-ci, on a une deuxième contrainte qui se rajoute à l'actuaire et qui est l'indice sur lequel est basé le contrat. Et donc, en plus des données historiques des sinistres, il faut rajouter des données historiques qui sont fiables et qui sont liées à cet indice-là. Un autre point de différence que l'on peut avoir par rapport à l'approche tarifaire classique, c'est notamment le concept de mutualisation que l'on va toujours retrouver dans les contrats d'assurance paramétrique, sauf que cette fois-ci, ce sera une mutualisation qu'on va repenser différemment et c'est lié au caractère intrinsèque des solutions paramétriques et qui est le fait que c'est basé sur un paramètre. Et ce paramètre-là, il pourrait avoir une certaine saisonnalité, il pourrait être différent en fonction de la zone géographique. Et donc c'est là où on peut avoir des approches qui sont alternatives de mutualisation, que ce soit des approches de mutualisation géographique ou bien temporelle. Également, un autre point qu'il faut garder en tête, il faut être vigilant dessus, c'est le fait que pour les contrats d'assurance paramétrique, finalement, on peut se dire que on va éliminer un vecteur d'aléa qui est lié au coût, qui sera défini contractuellement. Donc c'est vrai, mais ça rajoute aussi toute une phase de structuration qui est très importante, qui commence même dans la phase de conception du contrat et qui va pas mal impacter après tout le process de tarification et de suivi du contrat paramétrique. En ce qui concerne l'impact sur tout ce qui est provisionnement et calcul du ACR,
C'est des idées qu'on a déjà initiées quand on comparait un peu les contrats d'assurance classique et les contrats d'assurance paramétrique. Mais on est sur une nature qui est différente des contrats. Et notamment, ça vient du fait que pour les contrats paramétriques, on n'a pas cette déclaration de sinistre et ce jugement d'expert qui va déterminer les pertes qui ont été perçues par l'assuré. Et ce qui fait que, comme disait Coralie avant, on peut dire que certaines prévisions, telles que les IBNR notamment, peuvent s'avérer obsolètes. Et ce qui nous amène donc à repenser un peu les leviers de pilotage qu'on avait avant avec les contrats classiques et peut-être imaginer, repenser les provisions ou peut-être imaginer de nouvelles provisions qui sont propres à ces contrats d'assurance paramétrique. On peut penser à des provisions par exemple telles que la PREC qui nous permettra de se couvrir contre un risque de défaut de tarif. Également, en termes de provisions, il faut essayer un peu de lier ces calculs à la nature de l'indice qu'on a modélisé. Parce que pour des indices, on peut avoir des indices qui varient suivant la saison. Et c'est là où on peut se dire que finalement, ça pourrait être plus pertinent d'avoir des calculs de provisions qui sont liés à la saisonnalité de l'indice. Je prends par exemple des contrats d'assurance paramétrique qui couvrent des risques climatiques. C'est là où on peut avoir ce type de problème de saisonnalité. Le dernier point, c'est concernant le calcul du SR et notamment en formule standard. Puisqu'en fait, en y pensant, on se rend compte que finalement, on rajoute d'autres risques qui sont propres aux contrats paramétriques et qui sont principalement des risques qui sont liés à l'indice. On peut imaginer par exemple des risques qui sont liés au défaut de modèle ou des risques opérationnels, notamment de panne dans les stations qui nous permettent d'avoir les données ou autres. Et donc finalement, on pourrait se dire que pourquoi pas ajouter tout un module qui va regrouper l'ensemble de ces risques-là qui sont liés à l'indice. Ensuite, alors je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on s'approche de la fin. L'idée de cette slide-là, c'était de vous montrer un peu des exemples de schémas dans lesquels l'assurance paramétrique pouvait intervenir, et notamment en lien avec les schémas de réassurance. Donc, on vous a présenté un premier cas où on a un contrat paramétrique qui, pour le coup, remplacerait l'assurance traditionnelle. Donc, ce serait un contrat, ça serait l'équivalent de notre contrat d'assurance. Et ensuite, on pourrait imaginer de rajouter un contrat de réassurance qui couvrirait ce que l'assurance paramétrique ne couvre plus, donc c'est-à-dire la sortie de notre courbe de paiement. Et donc, c'est là où la limite devient un petit peu plus fine et où les réassureurs et les assureurs vont devoir mieux communiquer parce que finalement, notre contrat de couverture de réassurance, il va être un peu redéfini par rapport à la limite de ce paramètre. Donc, on peut définir des seuils des seuils financiers qui soient finalement indicés sur le contrat paramétrique et sur la loi de notre contrat paramétrique et les seuils qui s'appliquent. Un autre cas, ce serait de considérer le contrat paramétrique finalement comme un contrat de réassurance. On aurait notre contrat d'assurance classique et en fait notre contrat paramétrique fonctionnerait un petit peu comme un contrat de réassurance à partir de la limite de ce contrat classique. Donc on aurait notre contrat traditionnel qui couvre jusqu'à une certaine limite et à passer cette limite, notre contrat paramétrique qui interviendrait. Et donc finalement, le seuil de ce paramètre, il serait défini en fonction de la limite du contrat, du premier contrat.
On arrive à la fin de cette présentation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, alors c'est difficile sur un sujet aussi vaste de trouver un bon équilibre entre aller suffisamment dans le détail et en même temps de vous donner un panorama assez complet. Mais ce qu'il faut, si on doit retenir peut-être quelque chose de cette présentation, c'est de dire que une des remarques qui était faite et une des peurs un petit peu, c'était que l'assurance paramétrique va venir remplacer l'assurance traditionnelle. Je pense vraiment pas que ça soit le cas. Il faut plutôt voir l'assurance paramétrique comme un nouvel outil dans la boîte à outils des assureurs et des réassureurs pour mieux couvrir le risque et venir vraiment en complément de l'assurance traditionnelle telle qu'elle existe actuellement pour pouvoir soit couvrir plus de risques, soit aller sur des domaines qu'on maîtrise peut-être un petit peu moins bien et qui ne sont pas forcément adaptés à l'assurance traditionnelle. Si on fait un petit point sur le cadre réglementaire, alors pour l'instant, il y a déjà plein de choses qui ont été faites et il y a plein de discussions, mais on voit qu'il est encore en construction, qu'il y a encore des choses à mettre en œuvre pour que ça s'adapte à ce type de solution. Et finalement, si on revient un petit peu dans la thématique de ce congrès qui est risque émergent, risque durable, piloter la transition, je pense que l'assurance paramétrique, ça peut être un bon outil pour justement aborder ces risques-là, qui sont les risques émergents ou les risques climatiques, par rapport auxquels l'assurance traditionnelle n'est pas forcément toujours adaptée. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, on sera ravis de répondre. Oui, j'ai une question sur, vous avez mentionné l'interdiction d'enrichissement sans cause. Et donc, comment vous gérez concrètement ce risque-là pour éviter que, dans un cas, s'il y a notamment un risque de base et que le paiement automatique est supérieur à la perte, voilà, comment vous gérez ça? Alors, dans les cas qu'on voit, ça s'applique. C'est assez rare. C'est-à-dire que quelque part, on est sur des couvertures de risques qui sont un peu extrêmes. Donc, on est dans des cas où l'assuré se retrouve à subir une perte et une dépense qui est en général plus importante que ce qu'il reçoit. Donc, je dirais que la première façon de l'adresser, c'est justement par design, de bien mesurer la perte économique que peut avoir l'assuré et de construire autour de ça. Deuxième élément, et c'est un point d'ailleurs qui peut permettre de lever aussi la méfiance de l'assuré, on est souvent sur des données qui peuvent avoir un horizon très long. Donc on peut, c'est-à-dire que si on pense à des données climatiques, on a des données météo sur les 50 dernières années sans problème, alors qu'on doit parfois redresser. Et donc on peut simuler justement le passé et voir quelles auraient été les pertes. Et puis la troisième partie qui est un peu la construction juridique. Une des solutions qui est parfois utilisée, c'est de demander une attestation à l'assuré au moment du sinistre, comme quoi sa perte économique est supérieure à l'indemnité qu'il reçoit. Il y avait une question. Désolé. Merci pour votre exposé. En vous écoutant, je me posais la question de savoir quelles étaient les perspectives de l'assurance paramétrique en assurance de personnes. Et en particulier, est-ce qu'on peut considérer que l'assurance complémentaire santé est un type d'assurance paramétrique, au moins pour les prestations de base, consultation médicale en médecine de ville, par exemple? C'est marrant parce que justement, avant que la présentation commence, on était justement en train d'en discuter et de se dire que le principal problème par rapport à l'assurance de personnes, et c'est aussi pour ça qu'on le voit beaucoup en assurance non-vie, c'est qu'on revient à cette problématique de données et à cette problématique aussi de la confidentialité, de la fiabilité des informations qui peuvent être récupérées.
Et là, je vais passer la main à Christophe qui avait des exemples justement de couverture qui étaient en train de se mettre en place. Par exemple, je crois que c'est Cardiff qui, au Chili, a lancé avec une banque une couverture où l'information, c'est justement un paiement qui vient d'un organisme de prestation en cas d'arrêt de travail et qui va déclencher une sorte de d'IJ, enfin d'indemnité journalière paramétrique. Donc l'information vient via le compte bancaire et quelque part, ce que vous disiez, oui, la complémentaire santé où on déclenche sur la base de la sécurité sociale, ça ressemble à du paramétrique. L'exemple qu'avait pris Islem aussi sur la prévoyance collective où en cas de décès, on verse X%, enfin 200% du salaire à la famille en cas de décès. Le décès, quelque part, ça peut être une donnée extérieure observable. On peut considérer que c'est du paramétrique d'une certaine façon. Un petit peu, voilà, c'est les assureurs vie font. Parce que oui, et ça rejoint d'ailleurs dans le cas de la prévoyance, la question sur l'enrichissement, on ne se pose pas la question, alors au-delà de la perte sentimentale bien sûr, mais lorsqu'une famille va toucher 200% du salaire, finalement, suivant la situation du conjoint, la perte économique, elle peut être complètement différente. Et alors, je ne vais pas dire qu'il y a de l'enrichissement sans cause, mais c'est pas du tout le cas. Mais oui, oui. Merci. 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 J'avais une question sur juste l'avant-dernière slide où vous parlez d'harmonisation avec l'assurance traditionnelle, où vous mettez du coup une police d'assurance traditionnelle en bas, puis une police plutôt de réassurance en paramétrique. Comment vous définissez les seuils pour la police paramétrique, puisque du coup, comment on peut faire pour faire la liaison entre les deux facilement? Ça paraît très compliqué, puisque on va pas avoir les mêmes seuils et pas non plus avoir la rapidité de paiement avec l'assurance paramétrique. Alors, sur la fin de la question, effectivement, c'est une vraie question d'arriver à harmoniser cette histoire de rapidité de paiement. Mais finalement, en fait, pour le début de la question, si on s'intéresse à la façon dont est construit le produit paramétrique, certes, il y a une loi qui dépend d'un paramètre, mais finalement, le seuil, il est calibré par rapport à une perte, ou en tout cas un montant et à un coût. Et donc, c'est là où on va faire le lien entre les deux. C'est que l'assurance traditionnelle, elle va être basée sur un coût et c'est ça son élément déclencheur et ça sera ça son paramètre. Alors que l'assurance paramétrique, elle va rentrer par le paramètre, mais il y a toujours une corrélation avec le montant associé. Et donc, c'est là où on va faire la jointure entre les deux. Et ça, d'ailleurs, c'est le même cas entre le contrat de réassurance et le contrat paramétrique. C'est de dire à partir de quel moment va intervenir le contrat de réassurance. En fait, le contrat de réassurance, ça reste un contrat de réassurance classique qui va fixer ses limites sur un montant. Et donc, c'est plus mon seuil de sortie. J'ai défini que, par exemple, si c'est sur un indicateur de sécheresse, mon seuil de sortie, c'est passer... alors, c'est plutôt sur... je n'ai pas forcément choisi le bon exemple, mais l'idée, c'est j'ai défini sur toute ma loi de calibration telle intensité de mon paramètre, c'est égal à tant d'indemnité. Mais en fait, je vais juste retourner le truc pour définir la limite de mon contrat de réassurance. Merci. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais... Et puis peut-être ça peut être une façon de compléter par exemple de la capacité. C'est-à-dire j'ai l'assurance traditionnelle qui a un appétit jusqu'à un certain niveau et mon contrat paramétrique pour amener plus de capacité sur certains risques spécifiques.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je viens pas du milieu IA, du coup, ma question est peut-être naïve, mais quand même, je me lance. On ne se rend pas bien compte si l'assurance paramétrique, d'un point de vue de l'assureur, coûte moins cher ou plus cher pour une couverture équivalente. Par exemple, si on prend l'exemple de tremblement de terre au Maroc, est-ce que finalement, pour l'État du Maroc, ça coûtait moins cher de passer par une assurance paramétrique, ou est-ce que c'est un choix vraiment propre au bénéfice de l'assurance paramétrique en dehors du coût? Alors, je dirais que dans cet exemple particulier, c'est un risque qui n'est pas forcément couvert sans l'assurance paramétrique. Donc, dans un sens, la comparabilité, elle est un petit peu difficile. Parce que, en fait, c'est là où ça devient un peu difficile de se dire est-ce que ça coûte moins cher ou est-ce que ça coûte plus cher, dans le sens où on n'est pas exactement sur les mêmes périmètres de couverture et donc du coup on ne peut pas forcément comparer à base égale. Après sur les périmètres similaires, je ne sais pas si toi Après, enfin, quelque part, les modèles sont quand même très proches. Et derrière, la modélisation de l'événement et du fait générateur doit amener au même type de résultat qu'on soit en assurance paramétrique ou en assurance traditionnelle. Donc, il ne va pas forcément y avoir d'économie de coûts directes. Là où il peut y avoir des économies de coûts indirectes, c'est éventuellement sur des frais de gestion de sinistre. Et c'est aussi les autres avantages que peuvent avoir l'assurance paramétrique. Enfin, dans le cas du Maroc, l'idée c'était de pouvoir verser un montant très vite pour faire face aux besoins des populations. Il y avait vraiment ça qui jouait en ligne de compte. L'exemple que j'ai évoqué sur les inondations, il peut s'appliquer, enfin, on l'a vu aussi sur des sites industriels où finalement, là c'était plus sur des ouragans, mais c'était aux États-Unis, un site industriel qui se retrouvait couvert avec une couverture paramétrique sur des ouragans, avec une logique de prévention qui permettait de financer une équipe qui venait de préparer le site industriel. Si l'ouragan se déclenchait, de pouvoir rester sur place et de remettre en route rapidement l'usine. Et puis après, il y avait un contrat d'assurance traditionnel qui était plus pour couvrir la perte d'exploitation. Donc c'est là où on est un peu complémentaires. Mais quelque part, enfin, et c'est vrai qu'on voit parfois des cas d'usage où certains assurés, enfin plutôt entreprises, viennent voir leur courtier pour dire on va essayer du paramétrique parce que ça ne marche pas en traditionnel. Le prix, si c'est une question de prix, le prix ne sera pas normalement très différent puisque c'est le même événement derrière. Enfin, si on veut la même indemnité, ce sera à peu près c'est le même événement. Ça va pas changer. On peut étendre, enfin c'était un peu l'exemple de Coralie et la question de tout à l'heure, le paramétrique peut venir peut-être parfois apporter de la capacité en plus parce que c'est mieux défini. C'est-à-dire que l'assureur, plutôt que d'avoir une capacité diffusée à travers le monde ou sur une zone géographique, il sait qu'il va couvrir tel indice à tel endroit, donc ça va lui permettre de mieux travailler son portefeuille et donc peut-être d'optimiser un petit peu les coûts aussi dans ce sens-là. Mais fondamentalement, on ne va pas avoir une couverture qui va coûter 4 fois moins cher parce que c'est du paramétrique par rapport à du traditionnel. Merci. Et d'ailleurs, justement, c'est ça qui revient un peu sur le fait que le paramétrique ne va pas remplacer l'assurance traditionnelle. Merci beaucoup. Merci. Merci.